on va regarder un peu ensemble. Alors là, on est sur les anticipations de résultats de la campagne 2025, puisque celle-ci, elle n'est pas encore terminée, même si les récoltes sont levées. Comptablement, ce n'est pas encore terminé. Alors, on a un certain nombre de clôtures au 31 décembre, mais on en a beaucoup aussi qui sont en décalé sur le mois de mars et juin. Surtout en arboriculture, en juin, on a pas mal d'exploitations qui sont clôture à cette date-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'anticipation, parce que tous les éléments ne sont pas connus aujourd'hui. On va voir au niveau des grandes cultures comment le contexte un peu mondial, parce que lui, il a un impact très fort au niveau des prix payés à nos producteurs. Donc, si on regarde la production, donc c'est la courbe orange, en bleu, c'est la courbe de la consommation, et en vert, l'histogramme, c'est les stocks. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est sur une hausse de la production qui est quand même importante, puisqu'on est à plus 2,5%, donc c'est quand même important, et la consommation n'a pas suivi à ce niveau-là, puisqu'elle est que de 1%, et plus 0,6 sur la consommation humaine. Donc du coup, cette distorsion-là entraîne des stocks beaucoup plus hauts, et on est vraiment sur une progression des stocks importants, et avec des réserves importantes en Chine, donc avec des stocks surutilisation d'une façon élevée. Et donc ça laisse pas présager des prix de céréales en hausse pour le printemps 2026. Quoi. Donc ça, c'est quand même pas une bonne nouvelle par rapport à ça. Si on regarde au niveau des rendements, alors là, c'est une comparaison des rendements par rapport à l'an dernier au niveau français. Plus on est en vert foncé, plus ils ont été supérieurs à ceux de l'an dernier. Alors, l'an dernier, 2024, donc, on a été vraiment sur une petite récolte en rendement. Et donc, même si la carte passe un peu plus au vert ou autre, on est sur une progression. Alors, au niveau français, des rendements moyens à 74, alors plus 20e par rapport à 2024, mais qui était vraiment très mauvais. Et si on regarde, nous, au niveau Occitanie, on est sur des rendements de 54 quintaux. Alors, quand on regarde la différentielle entre les rendements nationaux moyens et Occitanie, et même Tarn-et-Garonne, on a vraiment une différentielle de 20 quintaux, mais c'est pas nouveau. Mais n'empêche que ça pèse en termes au niveau du produit, on ne l'a pas. Hein. Alors, on a un peu moins d'intrants, mais n'empêche, ça ne compense pas. Et sur la moyenne sur 5 ans, on serait à 48 quintaux, donc on est un peu plus haut que la moyenne, mais quand on regarde sur une longue période, on s'aperçoit que nos rendements en grande culture, ils ont tendance à diminuer et non à progresser. Et ça, c'est quand même problématique parce que ça veut dire que euh, on ne peut pas forcément tabler sur une progression des rendements et ça limite en termes du niveau de produit. Après, en termes de qualité, on était sur une bonne qualité, un poids spécifique un peu faible, mais qualitativement, c'est bon. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est sur les prix, puisque quand on regarde, là, c'est le blé tendre rendu moins. On regarde la moyenne qui est un tiré ocre 2020-2024, on était tout au-dessus de 200 et on était plus près de 250, 240. 2024, on était déjà en dessous, mais là, sur le 2025, on est nettement en dessous. Et donc, même si on a eu plus de rendement, l'effet baisse de prix a un effet important. Donc ça, c'est vrai pour le blé. En céréales secondaires, dont le maïs a une part importante. Hein. Là, c'est pareil, quand on regarde la même courbe, on voit que la production, elle a encore plus augmenté, puisqu'elle est de plus 6,6%, ce qui est quand même considérable, avec surtout beaucoup plus aux USA et au Brésil, qui sont les deux acteurs majeurs. Et en termes d'utilisation, elle progresse, mais que de 2,1% en termes des estimatifs, ce qui fait que
du coup, on a des stocks qui ont quand même énormément bondi. Et là, c'est pareil. Du coup, ben, ça laisse présager que les prix ne vont pas forcément progresser, quoi. Voire, faudra voir un peu comment ça va évoluer, mais peut-être baisser un petit peu. Si on regarde au niveau du maïs, là, c'est pareil. Sur cette année, par contre, là, par rapport à l'année 2024, avait été une année favorable au niveau du maïs, avec des bons rendements, surtout en sec, hein, puisqu'il avait plu et tout ça, donc on avait des rendements autour de 70 quintaux, même 80, 82 en 2024. Et là, cette année, on descend à 41. Donc tout ça, c'est des données qui sont issues soit de France Agrimaire, soit de la DRAF d'Occitanie. Et donc, c'est des données, nous, qu'on utilise beaucoup. Et heureusement qu'elles sont là, parce que c'est vrai que c'est une source importante pour nous. Et donc, et malgré ça, on a eu plus de surface cette année consacrée au maïs. Donc, ce qui veut dire que, du coup, avec des rendements comme ça et plus dans l'assolement, alors on a moins de sorgho, hein, donc en termes de produits moyens, ça va lisser un peu, mais n'empêche que ça a quand même des effets négatifs. Et quand on regarde les cotations, c'est exactement le même type de graphe que ce qu'on avait pour le blé. On est sur des prix beaucoup plus faibles. Euh, et donc, au niveau des oléagineux, par contre, là, il y a de la demande. Alors, au niveau oléagineux, au niveau mondial, c'est le soja hein, qui est vraiment l'acteur majeur. Chez nous, non. Puis en plus, nous, c'est du soja non OGM. Donc, nous, ça va être le tournesol qui a une incidence importante au niveau de nos exploitations. Et donc là, on était sur moins de surface au niveau français et avec un rendement moyen au niveau France de 21 quintaux. Par contre, nous, au niveau de l'Occitanie, le rendement moyen, il est à 16 quintaux, avec des choses très, très hétérogènes entre exploitations. Et même au sein de chaque exploitation, suivant les parcelles, on a du 20-25 et on peut avoir du 13-14. C'est vraiment très, très hétérogène. Alors moi, dans les simulations, des fois, j'ai pris un peu plus parce que quand je regardais par rapport à l'an dernier, comment ils étaient par rapport aux moyennes DRAF, donc j'ai joué un peu plus haut chez certains. Mais n'empêche que le tournesol, cette année, c'est le point positif, c'est le prix. En sachant qu'au niveau du prix, entre l'oléique et le non-oléique, on a une différence très importante cette année qui peut aller jusqu'à 80 € la tonne. Donc ça, c'est... Et il se trouve que nous, dans notre région, on fait quand même beaucoup de l'oléique, hein, malgré tout. Et il y a une demande mondiale importante en huile végétale. Donc ça tire le prix quand même vers le haut. Au niveau des stocks de tourteaux oléagineux, il semblerait qu'ils soient importants. Donc pour nos éleveurs, on peut peut-être penser qu'il y aura un prix du tourteau un peu plus faible. Maintenant, si on regarde les rendements au niveau du Tarn-et-Garonne, donc là, c'est une comparaison 2024-2025. Alors, 2025, on est sur des prévisions, hein, toujours. On est sur une hausse en blé tendre d'une façon importante qui revient un peu à la normale parce qu'on était descendu très bas en 2024. De 45, on passe à 54 et en orge, de 37, on passe à 51. Par contre, au niveau du maïs, en irrigué, s'il y a marqué 108, on est à 90. Alors moi, dans les simulations, pour un certain nombre en irrigué, j'ai mis un peu plus que 90 parce qu'on était aussi plus haut que 108 l'an dernier. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu plus haut. Par contre, en maïs en sec, j'ai réellement appliqué ce qui est marqué là, c'est-à-dire de 80 pratiquement à 40, on a divisé par moitié. Et ça, 40 en maïs sec, je l'ai rarement vu, moi, quand même, hein, vraiment. Et en plus, cette année, il y en a eu plus d'ensemencés. C'est là le souci. Au niveau du colza,
de 27 quintaux, on passe à 33, et du tournesol de 22, on passe à 20. Donc, au niveau du Tarn-et-Garonne, un peu mieux qu'au niveau moyenne Occitanie. Après, il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'au niveau des semences, on a perdu des années en termes de recherche au niveau des semences, je pense également. Et trouver des semences qui vont s'adapter avec nos changements climatiques, c'est important aussi. Si on regarde au niveau des prix, donc vous allez me dire vous, ce que vous en pensez. Donc on prend trois niveaux de prix, le mini, le moyen, le maxi. Alors vous voyez, cette année, il y a peu d'écart entre le mini, le moyen et le maxi, parce qu'il y a des années où les amplitudes sont beaucoup plus fortes. Alors c'est lié à deux choses. D'abord parce que la perspective sur le printemps 2026 n'est pas favorable, et donc on pense qu'il n'y aura pas forcément d'augmentation par rapport à ça. Et puis, avant récolte, sur certaines cultures, on était déjà sur des prix qui n'étaient pas très élevés. Donc, entre la récolte, avant récolte ou après récolte, le différentiel, il n'est pas très, très important, hormis un tournesol, où là, avant récolte, un tournesol, on était plus bas que ça. Et après récolte, on est monté à des niveaux même plus hauts que ça. Donc là, en tournesol, on aura un différentiel important entre exploitations en fonction du moment où les agriculteurs auront commercialisé. En termes de prix, donc sur le blé tendre, 180, 200 sur le blé améliorant. Blé dur, on est vraiment nettement en dessous de ce qu'on connaissait à une époque, 240, mais ici, on n'est pas une région de production. 160 en orge, 170 en maïs, 150 en sorgho, 445 en tournesol, 415 en oléique, 420 en colza et soja. Alors, le sorgho, par rapport à 2024, il s'en est beaucoup moins cultivé, puisque 2024, on avait eu les problèmes d'implantation. Et donc, le sorgho qui n'était pas implanté. Aussi, la chenille et ouais. Donc, du coup, cette année, par contre, on a plus de maïs. Et dans l'assolement des céréaliers en sec, donc il y a 31 hectares en blé tendre, 10 en maïs, 30 en tournesol. Et à côté, vous avez de l'orge, vous avez d'autres cultures, hein, la jachère, des prairies et autres, hein. J'ai repris que les surfaces les plus importantes. Et donc là, sur la projection, on serait sur une diminution du produit malgré des rendements supérieurs en céréales à paille de 2,7%, entre moins 6 et plus 1. Plus 1, c'est quand tous les prix sont au maxi, ce qui ne sera pas le cas, je dirais. Et en intrants, on a une légère baisse des intrants, mais qui n'est pas énorme, moins 3%, et des charges fixes, malgré la baisse du carburant, stable, à stable. Ce qui fait que du coup, alors, quand on regarde les résultats, depuis 2022, on est sur une baisse importante, hein, puisque 2021, on était à 400 € l'hectare en EBE. Et on se retrouve donc 2022 à 308, 2023 à 230, 2024, là, ça commençait à être plus que problématique. On était à 167 € à l'hectare, ce qui nous fait que 19 000 de BE sur 2024. Donc là, le revenu disponible, ben, il est très, très faible puisqu'on couvre les annuités et puis il ne reste pas grand-chose, on le verra après. Et sur cette année, on serait sur un EBE entre 110 et 190 avec une moyenne à 144, donc inférieure à 2024, ce qui fait que ça nous laisse que 16 000 €, ce qui est nettement insuffisant. Alors tout le monde ne sera pas à ce niveau-là. On aura des EBE malheureusement négatifs et après on aura des structures qui auront eu des EBE plus élevés que ça parce que, par exemple, en blé, moi j'ai vu un certain nombre d'exploitants qui ont fait du 7 tonnes hectare. Donc, ce n'est pas la moyenne, puisque la moyenne elle est à 5 tonnes 4, hein, mais on aura des écarts importants au niveau des exploitations. Et quand on regarde on le verra en revenu disponible après. Au niveau des irrigants, donc on est sur des surfaces un peu plus hautes, 142 hectares, avec
là, le maïs qui pèse fortement, hein, puisqu'on est à 32 hectares au niveau du maïs, 28 en tournesol et 30 en blé. Et on a 3 hectares de culture de semences. Après, ceux qui sont spécialisés en culture de semences et en maïs semences sont dans le groupe maïs semences, hein. C'est pour ça que là, c'est des irrigants, je dirais, sans trop de culture spéciale. Et tous sont en conventionnel. Les bio ont été enlevés, hein, de ce groupe, de ces groupes. Et si on regarde, on est sur une baisse du produit là aussi de 3% qui peut aller de -6 à +1. Par contre, avec une hausse au niveau des intrants, pourquoi? Dans les intrants, il y a l'eau d'irrigation. Et donc, en termes d'eau d'irrigation, cette année, on est quand même plus haut que ce qu'on avait été en 2024. 2024 avait été une année où on avait peu utilisé l'eau, hein. Et des charges fixes qui sont à -1, donc à peu près équivalentes à ce qu'on avait l'an dernier. Alors là, c'est pareil, quand on était en 2022, on avait, avec des prix qui étaient élevés, on était à presque 600 € de BE à l'hectare. 2023, il a été presque divisé par deux, on était à 332. 2024, on est à 250 € l'hectare. Et sur 2025, la tendance est encore plus mauvaise puisqu'on serait entre 140 et 254 avec une moyenne à 190 € de BE à l'hectare, ce qui est nettement insuffisant puisqu'on le verra avec les engrais. Là, pour le coup, ça devient très problématique au niveau des céréaliers irrigants. Là aussi, le rendement maïs va beaucoup jouer quand même entre quelqu'un qui fait 9 tonnes 5 et quelqu'un qui fait 11 ou 12 tonnes à l'hectare. On a quand même des différences quand même importantes par rapport à ça. Et si on regarde en maïs semence, alors en maïs semence, c'est des entreprises qui ont 145 hectares, qui ont 26 hectares de maïs semence. Donc là, on est sur une diminution des surfaces à maïs semences depuis 2-3 ans. On avait eu une forte progression. Et puis là, depuis quelques années, de nouveau, on diminue. Et sur 2025, là, sur le département, on est à peu près à -10%. Sur 2026, on sait que ça va continuer à diminuer encore un petit peu. Et suivant les firmes semencières, il y aura des écarts importants de contractualisation ou non. Et donc là, ça a quand même des impacts très forts au niveau de ces entreprises parce que le maïs semence, c'est quand même 25 hectares sur 145 en produit. On était sur un produit à l'hectare de 5 500. Donc ça représente quand même 130 ou 140 000 € de produits. C'est quand même considérable, hein, c'est par rapport au produit total. Et donc là, sur cette année, on est sur des rendements inférieurs un peu au rendement objectif, surtout pour les zones qui ont été touchées par les orages au printemps. Parce qu'il y a d'autres zones qui ont peu été touchées, où là, on sera sur des rendements au rendement objectif correct. Sur d'autres, ça sera un petit peu plus bas. C'est pour ça que au niveau du produit brut, j'ai pris 300 € de moins à l'hectare par rapport à l'année d'avant. Et 3 hectares à peu près de moins que l'année d'avant. Donc ça pèse fortement quand même au niveau du produit, hein, parce que c'est remplacé par d'autres cultures, certes, mais qui n'ont pas quand même le même niveau de produit, hein. Euh, et on aurait un produit qui baisserait de 7% entre -10 et -3, donc une baisse plus forte que pour les autres céréaliers, mais du fait qu'on perd de la surface, hein, en maïs, ça a un impact. Les intrants stables et les charges fixes -1, on est sur quelque chose de stable au niveau des charges. Ce qui fait qu'on était sur des EBE bien orientés 2021-2023, où on était sur 780 € à l'hectare en EBE. Là, sur 2024, on avait déjà nettement diminué puisqu'on était à 448 € de BE. Et sur 2025, les projections font de 225, 295, 300 € à 375. Pour dire qu'on est sur des niveaux
de BE et du coup un EBE global à 42 000, ce qui est vraiment mauvais parce que si on regarde sur les 6 dernières campagnes, c'est vraiment l'EBE qui serait le plus bas parce que même 2020, on était plus haut. Euh, et tout ça, quand ça se traduit en revenus disponibles, donc de l'EBE, j'enlève les annuités et on serait donc sur un revenu disponible en céréaliers en sec parce qu'on a un niveau d'annuité faible de 10 500 et je crois que c'est important qu'en termes d'annuité, on regarde le montant d'annuité à l'hectare et qu'on soit sur des niveaux très modérés. Là, on est en dessous de 100 euros. En céréaliers en sec, c'est ce qu'il faudrait avoir. Euh, sur les irrigants, on est à 27 500 et du coup, même si le BE était un peu plus haut, on se retrouve avec un revenu disponible négatif. Donc, ce qui veut dire que pour assurer les prélèvements privés, forcément, il faut toucher dans l'épargne privée. Et on a vu que 2024 n'avait pas été bon déjà. Et 2023, on avait été moyenne, quoi. Sur les maïs semences, là, cette année, ça marque vraiment le pas, puisque c'est des structures qui avaient repris un peu d'investissement au moment à la sortie de 2022, là, et donc on se retrouve avec des annuités à 39 000 euros. Oui, ici, tout est pris en compte, hein. Dans le BE, tout est pris en compte, hein. Disons que dans le BE, ce qu'il n'y a pas en charge, c'est les amortissements et les frais financiers. Sinon, après, toutes les charges y sont et tous les produits y sont, même les indemnités d'assurance ou autres par rapport aux aléas climatiques y sont. En termes de revenus disponibles, donc là, on est à 3 000 euros par UTH, ce qui est très très bas, puisque moi, sur le maïsement, je crois que je n'ai jamais vu ce niveau-là, à peu près. Donc, c'est vrai que sur les et quand on regarde au niveau régional, puisque j'ai mes collègues là, on a travaillé au niveau régional à des stats Occitanie, et on est sur des chiffres même un peu plus bas que cela, en moyenne. Donc, pour dire qu'on est sur des situations très tendues au niveau des grandes cultures. Euh, donc, au niveau arboriculture, donc, qui est quand même une filière très, très importante pour notre département. Si on regarde, donc au niveau de la prune de table, on est sur un bon équilibre cette année offre-demande, avec en termes de production entre 90 et 100% du potentiel de récolte. Donc, même si des fois climatiquement c'est un peu problématique, cette année ça a été quand même une année satisfaisante. Alors, l'effet canicule a quand même eu un effet néfaste sur le chevauchement des variétés, et ce qui fait qu'on a eu quand même beaucoup de variétés qui sont arrivées en même temps au niveau de la production euh, et ont été récoltées en même temps. Et donc, au niveau des cours, c'est jamais très favorable quand on a une arrivée massive comme ça. Qualitativement, c'était très bon. Donc ça c'est un facteur important parce que du coup, quand c'est bon, le consommateur y revient. Et donc ça, c'est important. Et je crois que la qualité gustative des fruits, c'est vraiment quelque chose à garder, à perdurer et à même à intensifier parce que c'est le gage de consommation quand même aussi. Au niveau commercial, donc ça, on a eu un début de campagne plutôt dynamique parce qu'il faisait chaud, hein, donc les gens consommaient du fruit d'été. Et par contre, sur la première quinzaine du mois d'août, il y a eu un ralentissement. Et et au niveau des GMS, quand même, des grandes surfaces, il y a eu un effort de mettre en avant ces prunes d'origine française. Donc ça, c'était plutôt favorable. Mais malgré tout, on a des prix qui sont inférieurs aux prix qu'on avait en 2024. Alors, on a eu plus de rendement, des prix un peu plus bas, ce qui fait que moi, au niveau du produit moyen, on arrive à peu près au même produit que l'an dernier. Euh,
Sur le raisin, alors sur le raisin, du moins le raisin de table, parce que j'ai pas parlé de la viticulture au niveau du Tarn-et-Garonne, je l'aborde au niveau du Tarn. Là, en termes de rendement, c'est plus problématique. Sur le raisin de table, le rendement a été correct cette année et des raisins de très bonne qualité. Là aussi, gustativement, c'était une bonne campagne. Euh, alors, on a l'AOP Chasselas qui était gustativement très bon, mais en termes de marché, c'est plus problématique et en termes de volume commercialisé en AOP, ça tournerait autour de 1800 tonnes. Donc, on est sur quelque chose de plutôt faible. C'était pareil que l'an dernier, avec une partie de Chasselas qui ne part plus en AOP. Donc là, c'est problématique aussi quand même pour la filière. Et au niveau commercialisation, donc, elle a été quand même perturbée par l'arrivée de raisins italiens, qui est quand même, l'Italie est quand même leader par rapport aux raisins, et une consommation en septembre qui a été plus délicate, parce qu'après, on a eu la pluie et tout ça, donc tout ça fait que il y a eu des difficultés à écouler le raisin. Alors, sauf, je dirais, les raisins à gros pépins et sans pépins, là, la demande, elle est quand même soutenue et le consommateur est prêt à acheter ce type-là de raisin. Donc là, on voit des écarts de produits bruts hectares entre ces différentes variétés. C'est assez net. Et donc, sur cette année, en faisant le produit brut moyen raisin, on serait sur un rendement supérieur, mais un prix nettement inférieur, donc un produit hectare plus faible que l'an dernier. On va balayer un peu de tous les. Après, on voit la pomme, et puis après, on verra les simus sur les fruits d'été et les fruits d'hiver. Au niveau de la pomme, si on regarde la production européenne, elle est équivalente à 2024, mais plus faible que la moyenne quinquennale, donc de 2020 à 2024, autour de moins 8%. Il y a des pays où c'est en progression, donc la Pologne, mais moins que la moyenne des 3 dernières années, parce que, parce que 2024, ils avaient eu une production vraiment faible en Pologne. L'Allemagne est supérieure, la République tchèque et l'Autriche aussi, et puis plus bas pour l'Italie, mais modérément plus bas. Au niveau de l'Espagne, c'est une baisse plus forte, et les pays de l'Est qui, eux, avaient été touchés par les gelées. Donc, ce qui fait qu'au niveau production européenne, équivalent à 2024, c'est plutôt un bon indicateur, je dirais, en termes pour les prix et pour l'écoulement par la suite. Par contre, au niveau production française, on serait à moins 2%, avec des différences importantes entre régions, puisqu'il y a eu une forte baisse en Nouvelle-Aquitaine, une hausse à un Pays de la Loire, et nous, au niveau de l'Occitanie, on serait à plus 7, ça c'est les moyennes agrestes. Euh, sur les simulations, j'ai pris même un peu plus haut, j'ai pris une amplitude un peu plus importante. Je suis montée sur l'hypothèse maximale à plus 10 en termes de volume, ce qui est quand même important malgré tout. Et non, le Tarn-et-Garonne, on est sur une progression du verger en pommier. Alors, des fois, c'est du surgreffage, mais n'empêche que notre surface ne diminue pas. Et ça, c'est un facteur quand même important et signe de dynamisme quand même, hein. La campagne, elle s'est plutôt bien déroulée, même s'il y a eu des présences de rucettes. Il y a toujours les problèmes récurrents de la punaise diabolique et puis du puceron cendré. Donc ça, en termes d'insectes, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément facile à maîtriser, mais les producteurs, pour beaucoup, y arrivent. Et en termes de calibre, on a des calibres hétérogènes, mais on est sur une bonne qualité gustative. Donc là aussi, c'est très important, avec de la bonne coloration pour certaines variétés. Donc, au niveau qualitatif, c'est bien. Si on regarde au niveau des débouchés,
Donc, on était sur des stocks au 30 juin 2025 au niveau européen plus faibles qu'en 2024. Après, quand on regardait les stocks français, on était supérieur à ceux de 2024, surtout sur certaines variétés type Granny, Chantecler au Canada. Donc ça, c'est pas forcément un très bon indicateur parce que des fois, du coup, les prix de départ de campagne sont un peu moins porteurs. Et sur le prix de la pomme industrie, c'est moins favorable qu'en 2024 parce que 2024 avait été une année en pomme industrie avec des prix vraiment très bien orientés. Ce qui fait que pour le début de campagne, on est sur du moins 4, moins 5% par rapport à l'an dernier. Mais la campagne, on n'est qu'à un tiers de la campagne, hein. On a encore 2 tiers de campagne à venir. Et là, il y a toujours comment les consommateurs vont acheter la pomme, la concurrence entre pays. Alors, la Pologne, elle aura un peu moins, puisqu'on a pu la voir certaines années, mais ça sera quand même présent, surtout sur les pommes industrie, entre autres. Et la parité euro-dollar, on a vu que donc là, on est quand même sur plus de 10%, c'est pas anodin. Euh, et après, il y a au niveau des droits de douane que ça peut jouer. Donc, au niveau de la pomme, le marché, il faudra voir un petit peu comment ça va évoluer. Si on regarde sur les fruits d'été, donc dans ces exploitations-là spécialisées en fruits d'été, elles ont de la prune pour 6 hectares, du raisin 3,3 et la cerise, on a été plutôt sur une année correcte sur 2025, même si climatiquement, à des moments donnés, ça a été très compliqué avec les pluies qu'on a eues au printemps, là. Mais on a des producteurs qui, certains maîtrisent parfaitement cette production-là. En termes de résultats sur le raisin, 2024, on était sur un produit brut hectare moyen de 18 300, avec, donc sur l'hypothèse moyenne de 2025, j'ai mis 17 500, inférieur à l'année d'avant, malgré l'augmentation de rendement, parce que la baisse du prix pénalise fortement quand même ce produit brut. Sur la prune, on était sur un produit brut de 21 600, et là, on serait sur un produit brut à peu près identique à ce qu'on avait l'an dernier, parce qu'on a plus de volume, mais le prix est un peu plus faible. Alors tout ça va occasionner plus de main-d'œuvre quand même, hein. Malgré tout, hein. Donc, même si le produit brut est identique, le coût sera quand même à l'hectare supérieur parce qu'on a en projection, j'ai pris plus 4 en main-d'œuvre, ce qui est quand même pas anodin. En produit du coup stable. Alors pourquoi stable? Parce qu'il y a certaines productions qui augmentent, mais par contre, sur 2024, on avait eu des indemnités qui avaient été versées d'aléas climatiques et autres de 2023, si vous voulez, et qui s'étaient répercutées sur 2024 avec un certain nombre d'aides. Et du coup, sur 2025, ben, il y en a un bon nombre qui n'y seront pas, donc ça fait une diminution des indemnités, ça se retrouve au niveau du produit, c'est pour ça qu'il est stable. Et donc, si on regarde un résultat, donc 2023 avait été une année particulièrement difficile, on était sur une moyenne de 43 000, 2024, on approche les 70 000 en EBE, et sur 2025, on serait légèrement plus bas sur la moyenne, autour de 66 000, mais quand même bien orienté, surtout quand on va voir derrière, si vous voulez, les annuités, parce que ce groupe-là a un niveau d'annuité modéré. On est à 16 700. Alors, ce n'est pas tous qui sont là-dedans, à ce niveau-là, parce qu'on commence à voir certains spécialisés fruits d'été qui sont à un niveau d'investissement important et du coup d'annuité important. Mais la moyenne du groupe est à ça, ce qui fait que ça laisserait un revenu disponible entre 25 et 43 000 avec une moyenne à 35 000 euros de revenus disponibles à l'UTH. Donc, plutôt bien orienté malgré tout. Et un fruit d'hiver, donc là, on est sur une surface arboricole de 20. Alors, un fruit d'hiver, et en particulier dans les spécialisés pommes, c'est là où on a un groupe le plus hétérogène possible en termes de taille,
en termes de marché. On peut avoir un arboriculteur à 6 hectares avec à côté un arboriculteur à 80 hectares. Donc, on a des échelles d'entreprise totalement différentes et je suis très, très vigilante, si vous voulez, d'avoir toujours les mêmes structures ou à peu près les mêmes structures parce que le différentiel en EBE peut être très fort et en produit aussi suivant si telle ou telle structure est incorporée au groupe ou pas. C'est pour ça que moi, après, en interne, pour les comptables, je fais une analyse sur les arboriculteurs en fruits divers qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros pour qu'on ait ces entreprises-là, je dirais, plus en comparaison quand on est sur des structures qui sont plus grosses parce que on n'est pas du tout sur la même problématique, aussi bien en volume de chiffre d'affaires qu'en investissement, qu'en main-d'œuvre, on est sur des dynamiques totalement différentes. Donc ça, c'est important parce que là, pour le coup, on a des dispersions très, très fortes, même s'il y a certaines structures, volontairement, je ne rentre pas parce que sinon, ça ferait changer le résultat d'une façon pas, euh, pas correcte, je dirais, parce qu'après, on est... Et là, en exploitation, on est sur 55 entreprises. Et par contre, au niveau du kiwi, donc sur 2024, on est à 31 700, presque 800. Alors le kiwi a le vent en poupe depuis quelques années, d'abord parce qu'il en manque, surtout. Je ne fais pas une fiche kiwi, mais peut-être à l'avenir, j'en ferai une parce que ça a un impact très fort sur ces entreprises-là, même si en surface, ce n'est pas énorme, 2 hectares et demi, mais en termes de produits bruts et de BE, à la fin, ça a un impact quand même pas anodin. Oui. Et donc, cette année, j'ai pris des rendements et des prix supérieurs. Alors, en prix supérieur, prix 3 ou 4 centimes de plus au kilo, hein, c'est pas... mais on est sur des prix très bien orientés parce qu'il y a une demande par rapport au kiwi et on ne peut pas en implanter non plus partout hein, au niveau du kiwi. Et donc, on serait sur une projection du produit de 2,7%, entre moins 2 et plus 7. Et par contre, plus de charges opérationnelles, plus de main-d'œuvre, et la main-d'œuvre serait presque à plus 7,5. Donc, c'est quand même important parce que le volume est présent, donc ça occasionne quand même plus de charges. Et charges fixes plus 2%, ce qui ferait que sur 2024, on était à 140, presque 150 000 de BE moyen. Donc, avec une forte progression entre 2023 et 2024, parce que là, on est réellement à échantillon constant, hein, et on serait sur un EBE à peu près similaire, malgré l'augmentation de produits, parce qu'on a quand même une augmentation importante des charges, euh, et donc qui pèse au niveau de l'EBE. Mais on est sur un EBE bien orienté malgré tout. Et par contre, on a un niveau là d'annuité beaucoup plus important puisqu'on est à 67 000 euros d'annuité. Donc, ça veut dire qu'en termes de revenus disponibles, on serait entre 37 et 72 avec une moyenne à 56. Mais je me rappelle de certaines années où en pomme, on était sur toujours des niveaux d'annuité élevés et un produit pomme qui se casse la figure parce que le prix n'y est pas. Et on se retrouve vite dans des situations beaucoup plus tendues. Alors, c'est vrai que ça fait quelques campagnes qui sont favorables, donc ça a permis de faire des réserves, mais il faut toujours quand même avoir en présence à l'esprit que 5 ou 6 centimes de variation au kilo en pomme, ça va très vite, quoi. Et du coup, on ne se retrouve pas avec le même résultat, quand même. Voilà au niveau arboricole.